tous et bienvenue dans ce grand angle consacré Actualité oblige à la Première Guerre mondiale, alors que nous commémorions lundi 11 novembre l'armistice de 1918 qui mit fin à ce premier grand conflit planétaire du XXe siècle. Rappelons qu'après l'échec des révolutions de 1848 et le fameux printemps des peuples, les aspirations nationales restent très vives en Europe. De 1850 à 1913, différents peuples européens réussissent à réaliser leur unité ou à obtenir leur indépendance dans le cadre d'États-nations. C'est le cas de l'Italie en 1861 et de l'Allemagne en 1871. Dans les Balkans et en Europe centrale, la construction d'États-nations aboutit à un affrontement des nationalismes liés au problème des minorités nationales. Les Serbes, les Roumains, les Bulgares et les Albanais réussissent à obtenir leur indépendance à l'issue de guerres contre l'Empire ottoman. En parallèle, deux systèmes d'alliances concurrents voient le jour, vous les voyez nettement sur cette carte. La triple entente réunissant la France, la Russie et le Royaume-Uni, et la triple alliance, appelée aussi triplice, entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Mais le nationalisme qui a permis l'émergence de ces États-nations n'a pas pour seul objectif l'indépendance, il sert aussi à affirmer la volonté de puissance et d'expansion territoriale au détriment d'autres peuples. Cet aspect du nationalisme contribue à accroître les tensions en Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les Balkans sont le théâtre du déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo, capitale de la Bosnie, par un étudiant bosniaque lié aux nationalistes serbes, met le feu aux poudres et déclenche un engrenage des alliances, puis une guerre européenne. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'annonce de la guerre n'a ravi personne. Cependant, si les populations sont loin d'avoir accueilli la guerre avec enthousiasme, les soldats, eux, sont partis la fleur au fusil, disait-on, c'est-à-dire le sourire aux lèvres, convaincus que la guerre serait courte. Il faut dire qu'à l'époque, le service militaire obligatoire était généralisé en Europe, à l'exception du Royaume-Uni jusqu'en 1916. De ce fait, les populations, et en particulier les hommes majeurs, étaient préparés à la guerre. La guerre présentée partout, à l'école et dans la presse, comme une réponse légitime à l'agressivité des nations rivales. Au lendemain de la déclaration de guerre, des ordres de mobilisation sont placardés sur tous les murs. Des troupes en partance pour le front défilent dans Paris, la capitale, et sont acclamées par la population. Les trains partent chargés en hommes, en chevaux et en matériel de guerre. Les soldats partent donc au combat convaincus de leurs droits afin de défendre la patrie menacée, mais ce n'est là qu'illusion et faux espoir. En effet, des hommes du monde entier sont progressivement engagés dans une guerre longue et meurtrière. Durant 52 mois, soit plus de 4 ans, de l'été 1914 à l'automne 1918, les Français de métropole et ceux des colonies, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, vont vivre la guerre dans l'espoir certes, mais aussi la peur. Les puissances européennes s'engagent dans une logique de guerre. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. 4 jours plus tard, le 1er août, c'est l'Allemagne qui déclare la guerre à la Russie. Puis le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique, alors État neutre. Et le lendemain, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Seule l'Italie demeure momentanément neutre. Le conflit qui éclate en Europe en 1914 n'est pas la guerre courte que tout le monde attendait. C'est une guerre longue qui dure plus de 4 ans. Et qui, dès 1915, est appelée la Grande Guerre. C'est aussi une guerre totale qui mobilise les hommes et les ressources des principaux États européens et de leurs empires. C'est enfin une guerre mondiale, puisque des puissances extérieures à l'Europe, comme les États-Unis, y jouent un rôle décisif. Par son ampleur, l'événement marque le passage du monde du XIXe siècle à celui du XXe siècle. Alors en quoi l'expérience combattante de la Première Guerre mondiale est-elle révélatrice d'une guerre totale ? Intéressons-nous tout d'abord à la nature même de cette guerre et au caractère de l'expérience combattante, une expérience nouvelle pour les soldats, mais aussi et surtout effroyable. C'est ce que nous allons voir au travers d'une bataille, celle de la Somme, de juillet à novembre 1916. Partout en Europe, sauf en Russie, le patriotisme l'emporte sur le pacifisme. En France, c'est le temps de l'union sacrée, nom donné au rapprochement politique qui a soudé les Français lors du déclenchement de la Grande Guerre. Chacun estime que le conflit sera court, quelques mois tout au plus. La propagande et le bourrage de crâne renforcent cette idée. Les Allemands prévoient d'éliminer rapidement la France en contournant ses forces militaires, surtout déployées en Lorraine et dans les Vosges, par une offensive à travers la Belgique. C'est le plan Schlieffen. Avant de se retourner contre la
la Russie jugée plus dangereuse. Du 6 au 13 septembre 1914, lors de la première bataille de la Marne, les troupes françaises du général Joffre parviennent à stopper les Allemands et à les repousser, mais aucune des deux armées ne parvenant à prendre un avantage déterminant, chacune tente de déborder l'ennemi par l'ouest. Cette course à la mer s'achève sur les rivages de la mer du Nord. En novembre 1914, les deux armées se font face sur des centaines de kilomètres et aucune n'a réussi de percée décisive. Les états-majors renoncent alors à la guerre de mouvement, autrement dit une guerre qui repose sur des offensives visant à vaincre rapidement l'adversaire. La cavalerie et les blindés tels que les tanks et les chars jouent alors un rôle essentiel. Bref, plus de guerre de mouvement, les soldats creusent des tranchées. C'est le début de la guerre de position. Dans ce type de guerre, les troupes se défendent dans des tranchées ou des fortifications afin d'empêcher l'adversaire de progresser. Et cette fois-ci, c'est l'artillerie qui est mobilisée. Intéressons-nous à cette guerre de position. On parle aussi de guerre d'usure, une guerre marquée par des offensives ayant pour objectif l'équipement progressif des ressources matérielles et morales des belligérants. Pays en guerre. À l'ouest, le front se stabilise le long d'une ligne de plus de 700 km qui s'étend de la Belgique à la Suisse. C'est la guerre de position. Pour se protéger, les combattants creusent des trous, puis des lignes de tranchées défendues par les barbelés et l'artillerie. La guerre devient une guerre de siège où la défensive l'emporte sur l'offensive. La plupart des assauts se soldent par de lourdes pertes. Prenons l'exemple de la bataille de Verdun, de février à décembre 1916, à l'issue de laquelle on dénombre 700 000 pertes, qu'il s'agisse de morts, de disparus ou de blessés. Les Français perdent 1200 hommes par jour et les Allemands 1100 hommes. Autre exemple, la bataille de la Somme, juillet-novembre 1916, où l'on dénombre plus d'1 million de victimes, 420 000 Allemands, 420 000 Britanniques et 190 000 Français. Les Allemands perdent 3100 Allemands par jour et les Français 1400 hommes par jour. Le conflit s'enlise et se mondialise, notamment avec l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917. En 1918, les difficultés économiques et la supériorité acquise par l'entente avec l'arrivée des troupes américaines entraînent la défaite des empires centraux. Voyons d'un peu plus près la violence de l'expérience combattante au travers d'une grande bataille de la guerre, la bataille de la Somme. Le département de la Somme en Picardie est particulièrement marqué par la Grande Guerre. Cette bataille, qui est une offensive franco-britannique, dure près de 5 mois et illustre la violence faite aux soldats. À la fois industrielle et mondiale, avec plus de 25 nationalités engagées dans le combat, la bataille de la Somme cause plus d'1 million de pertes en 4 mois et demi, faisant d'elle la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. En 1916, la France, le Royaume-Uni et la Russie attaquent les Allemands sur la Somme afin de percer le front allemand. En effet, les Allemands ont dépassé la ville de Péronne et menacent directement Paris. De plus, la bataille de Verdun a été comme une diversion. Les Allemands ont obligé les Français à concentrer leurs efforts sur Verdun pour se retrouver face à face avec les Britanniques, lesquels sont restés mobilisés sur la Somme. Le bilan stratégique de la bataille est épouvantable. Les soldats britanniques ont lancé une offensive devant permettre de percer le front allemand. Cette stratégie est celle du Big Push, mais elle se solde par un fiasco absolu et un bilan catastrophique. L'armée britannique fait en effet l'expérience de la guerre de masse, perdant 60 000 hommes en quelques heures. Dans la bataille de la Somme, comme dans la plupart des grandes batailles, deux espaces majeurs sont à différencier. Le front d'abord, là où les armées ennemies se font face, où l'on voit clairement sur ce système de tranchées qui montre précisément comment s'organise le front. Les troupes se font face, d'un côté les soldats franco-britanniques, les alliés, de l'autre les soldats ennemis, les Allemands. Chaque armée renforce la défense de ses positions en creusant des tranchées sur toute la longueur du front. Les tranchées s'organisent en plusieurs lignes, la plus exposée étant la première ligne. Des boyaux, sortes de couloirs souterrains, relient les différentes lignes et des abris sont creusés à plusieurs mètres de profondeur dans le sous-sol. L'espace séparant la première ligne de chaque tranchée ennemie, là où l'intensité des combats est la plus violente, se nomme le No Man's Land. Sur cet espace où les tirs d'obus pleuvent et détruisent absolument tout, le paysage est complètement dévasté. Enfin, il y a l'arrière-front, c'est-à-dire les civils, car en France, comme dans tous les pays belligérants, la guerre ne concerne pas que les soldats, elle implique aussi l'ensemble de la population. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Il ne faut pas croire que les villes situées en dehors de la ligne du front sont épargnées par les bombardements et la mort. Bien au contraire, force est de constater en effet que des villages entiers sont totalement décimés. La plupart des habitants meurent dans les bombardements tandis que d'autres fuient. Ainsi, l'abbé Calippe, dans son livre intitulé « La Somme sous l'occupation allemande », déclare
Je cite, de Miromont à Chaulnes et à Roye, dans tous les villages atteints par l'offensive et dont le nombre augmente à mesure qu'elle progresse, le spectacle est le même. Jour et nuit, les obus tombent, des maisons brûlent. Quand le pays devient tout à fait inhabitable, la population reçoit l'ordre de s'enfuir vers des régions plus sûres, et l'on voit s'organiser de lamentables cortèges d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants, d'infirmes. Fin de citation. Les habitants de la Somme, précisons-le, sont le plus souvent envoyés dans le nord de la France. Cette bataille se déroule en deux phases. La première, la défense des positions et l'offensive britannique. Chaque armée se fait face dans les tranchées. Les Britanniques ont tiré à maintes reprises sur l'armée allemande, mais le bombardement de l'artillerie britannique n'a pas anéanti l'ennemi. Malgré l'ampleur des destructions de surface, les défenseurs allemands, protégés par les galeries les plus profondes, avaient survécu. Excellente résistance de l'armée allemande. D'où la deuxième phase de la bataille, l'assaut des tranchées allemandes par l'infanterie britannique. Rappelons que l'infanterie est l'ensemble des unités militaires combattant à pied, autant dire que ces soldats sont envoyés au casse-pipe. Et c'est précisément ce qui se passe puisque les soldats britanniques sont décimés par l'artillerie et les mitrailleuses allemandes. Bien évidemment, les soldats subissent la violence, mais ils la consentent aussi, c'est-à-dire qu'ils l'acceptent. Ce consentement de la violence est décrit avec précision par Ernest Runger, l'un des écrivains allemands les plus célèbres du XXe siècle. Après avoir combattu dans l'armée allemande pendant toute la durée de la guerre et avoir été blessé 14 fois, il publie en 1920 Orage d'acier, tiré de ses carnets de guerre. Dans cet ouvrage, l'auteur fait preuve d'un grand réalisme. Il affirme que le combat au corps à corps, l'affrontement en face à face avec l'ennemi, affrontement qu'il décrit d'ailleurs comme un bref coup de main, est le seul moyen pour le combattant de renforcer son courage et de rompre l'ennui, la monotonie de l'existence, dit-il. Par rapport aux conflits antérieurs, la puissance de feu et de destruction était considérablement augmentée. Les combattants utilisent des armes classiques comme les mitrailleuses, tirant des centaines de balles par minute, une arme dévastatrice contre des troupes ennemies en terrain découvert. Des mitrailleuses qui forment un mur de balles face aux assauts, et recours aussi aux blindés tels les tanks et les chars d'assaut et aux avions, ce qui permet d'élargir les champs de bataille. Autre nouveauté, l'armement chimique, avec notamment le gaz toxique utilisé pour la première fois par les Allemands en avril 1915. Cet armement chimique a des effets physiques et psychologiques très lourds sur les soldats. Qu'en est-il de la vie des poilus dans les tranchées ? Poilus étant le surnom donné aux combattants français de la Première Guerre mondiale parce qu'ils peuvent difficilement se raser, eh bien les conditions de vie sont très difficiles. Entre 1914 et 1918, 70 millions d'Occidentaux passent sous les armes. Ils sont enrôlés dans la première guerre de masse d'une longueur et d'une ampleur inédite et dont les répercussions sont à la fois physiques et psychologiques. Les combattants doivent faire face à une violence permanente, ils subissent la violence des armes modernes. La mort se donne aussi au corps à corps lors des assauts de tranchées. Pour limiter les risques, les soldats sont couchés, camouflés et protégés par des casques d'acier à partir de 1915. Les soldats souffrent également des intempéries, de la fatigue, de l'ennui, du manque d'hygiène et des parasites. Ils vivent dans la boue, au milieu des ordures et des rats. En première ligne, les combattants vivent dans l'angoisse de l'assaut ou du bombardement ennemi. Ils endurent la vision des cadavres de leurs camarades qui gisent dans le no man's land. Les soldats souffrent aussi de l'éloignement de leur famille, car les permissions sont rares. La correspondance permet de maintenir un contact régulier avec les proches. Les souffrances morales et physiques des combattants sont illustrées par les carnets de guerre et les lettres écrites par les poilus, car il faut savoir que le courrier est une occupation quotidienne et un soutien indispensable au moral des combattants. Cette Première Guerre mondiale, que beaucoup espéraient être la der des der, est considérée, on l'a bien compris, comme une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui nécessite la mobilisation de toutes les forces d'un pays, qu'elles soient militaires, économiques et psychologiques, dans le but de vaincre l'adversaire. Car ce qui est important de bien saisir, c'est que la Grande Guerre ne mobilise pas que les soldats du front. Entre 1914 et 1918, c'est l'ensemble des pays belligérants qui sont plongés dans la guerre. Les civils sont appelés à soutenir l'effort de guerre et à constituer ainsi un front de l'arrière. En France, Philippe Pétain, considéré comme le héros de la bataille de Verdun, devient le nouveau commandant en chef de l'armée française en mai 1917 et met fin aux mutineries, c'est-à-dire aux actes collectifs de désobéissance militaire qui s'observent un peu partout.
Il décide également de mettre fin aux offensives inutiles et améliore l'ordinaire des soldats. D'autant que la guerre de mouvement reprend au printemps 1918, la situation est grave pour l'entente, mais les Alliés tiennent bon. Le général français Foch est nommé commandant en chef des armées alliées à l'ouest. En juillet, les offensives allemandes sont enfin arrêtées. La mobilisation économique des Alliés s'avère décisive. Les puissances centrales manquent de réserves en hommes et en matériel. Par conséquent, la Bulgarie, l'Empire ottoman, puis l'Autriche-Hongrie demandent des armistices de septembre à octobre 1918. L'armée allemande, quant à elle, est à bout de force. Ses dirigeants reconnaissent que l'Allemagne ne peut plus vaincre. Le pays est secoué par une révolution qui renverse l'Empire et proclame la République le 9 novembre. L'armistice est signé à Rotonde, en forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918. Chez les vainqueurs, c'est l'explosion de joie. Mais si la guerre est terminée, l'Europe en sort humainement et économiquement saignée à bloc. Les sociétés sont profondément endeuillées et traumatisées. Le bilan est très lourd. En France, comme dans tous les pays belligérants, la guerre ne concerne pas que les poilus, elle implique aussi l'ensemble de la population. Les civils sont mobilisés pour répondre aux besoins considérables de l'économie de guerre, qui se traduit par un travail en usine, de plus en plus harassant, un allongement de la journée de travail, la nécessité pour les femmes d'agriculteurs de remplacer les millions de soldats mobilisés dans les champs ou les usines, et un effort de guerre notamment financier. L'État augmente peu les impôts, choisissant d'émettre davantage des billets et de recourir à l'emprunt. Cette politique de création monétaire et d'endettement affaiblit la valeur du franc et entraîne naturellement une hausse des prix, une inflation. À titre d'exemple, entre 1914 et 1918, le prix du kilogramme de pommes de terre est multiplié par 5, le prix du kilo de pain double, celui de la tonne de charbon triple. Dès le début de la guerre, les femmes remplacent aux champs et à l'usine leurs maris mobilisés sur le front, et quand les bêtes manquent du fait des réquisitions militaires, elles s'attellent elles-mêmes à la charrue, comme ici, dans des champs dans l'Oise en 1917. Des femmes qui travaillent aussi dans des usines de munitions françaises, des usines qui fabriquent un certain nombre de matériels militaires, comme ici, avec cette usine de fabrication de chars Renault. Les civils sont en permanence soumis à la propagande des autorités. Relayée par les médias, les affiches, les cartes postales et autres objets du quotidien, la propagande exalte le patriotisme en déshumanisant l'ennemi et forge une culture de guerre. Par exemple, ces jeux de cubes pour enfants où l'on peut lire, je cite, « La victoire des Alliés assure la liberté des peuples », ou encore « Ils l'ont fusillé parce qu'il avait un fusil de bois ». Les objets du quotidien, à l'image de ces jouets pour enfants, deviennent des vecteurs de propagande et traduisent une culture de guerre marquée par la haine de l'ennemi. C'est le cas aussi de cette affiche publicitaire patriotique pour la montre LIP en 1916, où l'on peut lire « LIP Lipura, la montre de la victoire adoptée pour le réglage des tirs par l'artillerie et l'aviation française ». Autre exemple encore de culture de guerre, une caricature de propagande, celle de Jean Cocteau, publiée dans le journal Le Mot, début de la guerre. Une caricature accompagnée du texte suivant. « N'ayez pas peur, petite, nous venons simplement vous demander votre main ». Cette caricature est inspirée par la rumeur selon laquelle les soldats allemands en Belgique coupent les mains des petites filles. Une rumeur inexacte. Les historiens Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker parlent à ce propos du mythe des mains coupées. La vie quotidienne des civils est profondément affectée par les effets du conflit. La population est particulièrement rationnée, les conditions de vie sont très difficiles, les populations vivant sur les voies d'invasion, telles que la Belgique et le nord de la France, subissent des exactions. Exécutions, viols, mutilations que les rumeurs amplifient, mais aussi travail forcé. Les femmes sont particulièrement impliquées dans la guerre. Elles sont les victimes d'un conflit qui les confronte au deuil, aux difficultés matérielles et aux violences de l'ennemi. À l'arrière comme au front, les femmes apportent soutien et réconfort aux combattants. On les appelle les marraines de guerre. Elles envoient des colis et des lettres aux soldats sans famille ou blessés. Elles sont tolérées par les autorités françaises comme une compensation à la souffrance psychologique du poilu. En France, Philippe Pétain, considéré comme le héros de la bataille de Verdun, devient le nouveau commandant en chef de l'armée française en mai 1917 et met fin aux mutineries, c'est-à-dire aux actes collectifs de désobéissance militaire qui s'observent un peu partout. Il décide également de mettre fin aux offensives inutiles et améliore l'ordinaire des soldats. D'autant que la guerre de mouvement reprend au printemps 1918, la situation est grave pour l'entente, mais les Alliés tiennent bon.
Le général français Foch est nommé commandant en chef des armées alliées à l'ouest. En juillet, les offensives allemandes sont enfin arrêtées. La mobilisation économique des Alliés s'avère décisive. Les puissances centrales manquent de réserves en hommes et en matériel. Par conséquent, la Bulgarie, l'Empire ottoman, puis l'Autriche-Hongrie demandent des armistices de septembre à octobre 1918. L'armée allemande, quant à elle, est à bout de force. Ses dirigeants reconnaissent que l'Allemagne ne peut plus vaincre. Le pays est secoué par une révolution qui renverse l'Empire et proclame la République le 9 novembre. L'armistice est signé à Rotonde, en forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918. Chez les vainqueurs, c'est l'explosion de joie. Mais si la guerre est terminée, l'Europe en sort humainement et économiquement saignée à bloc. Les sociétés sont profondément endeuillées et traumatisées. Le bilan est très lourd. La Première Guerre mondiale fait environ 10 millions de morts, plus de 2 millions de morts en Allemagne, 1,4 million en France et 850 000 au Royaume-Uni, pour ne prendre que les pays les plus importants. Les pays européens sont les plus touchés. En France et en Allemagne, un soldat mobilisé sur 6 est mort. La génération des 18-25 ans est la plus atteinte. La Grande Guerre fait aussi 17 millions de blessés, dont 6,5 millions d'invalides, mutilés et défigurés, surnommés les gueules cassées. À ce lourd bilan humain s'ajoutent les 2 millions de morts supplémentaires causées par la grippe espagnole qui frappe l'Europe en 1918. La guerre a également des conséquences importantes pour les civils. La mort et la séparation des couples pendant 4 ans entraînent un déficit des naissances. Les classes creuses. Le désastre est aussi économique. Jamais les destructions liées à une guerre n'ont été aussi importantes. La France est le pays le plus touché, avec dans la zone des combats 3 millions d'hectares dévastés et 400 000 immeubles détruits. Moins touchés par les destructions, les empires centraux ont néanmoins vu leur économie ruinée par le blocus de l'entente. À noter aussi une augmentation importante de la dette des États. En 1919, le montant des dettes de guerre s'élève à 286 milliards de francs. Rappelons qu'il a fallu financer les dépenses de guerre par l'augmentation des impôts, le lancement d'emprunts et la mise en circulation de nombreux billets de banque. Autant d'initiatives qui ont eu pour principale conséquence un effondrement des monnaies et une augmentation significative de la dette des États. La guerre finie, vient le temps du deuil. Pour beaucoup, le retour à une vie normale est difficile. Les blessés les plus gravement atteints, comme les gazés, les amputés, les défigurés, ne peuvent plus travailler. L'État les prend en charge, ainsi que les 3 millions de veuves et les 6 millions d'orphelins. Le deuil est rendu d'autant plus difficile pour les familles que beaucoup de corps n'ont pas été identifiés. Dans les années 1920, les communes françaises érigent des monuments pour commémorer leurs morts. Voici une brève description du monument aux morts de Béziers, dans l'Hérault. Nous sommes dans le sud de la France. On y aperçoit en haut l'allégorie de la victoire en bronze, sur la droite un groupe de femmes éplorées, à leur côté un soldat mourant. Sur la gauche, un poilu triomphant de l'aigle allemand à ses pieds. Et sur le centre du monument aux morts, une inscription, je cite, « À ces morts glorieux, à tous les artisans de la victoire, la ville de Béziers reconnaissante ». Le traumatisme de la Grande Guerre s'exprime aussi dans l'art. Entre 1914 et 1918, de nombreux artistes sont envoyés sur le front. Ceux qui en reviennent cherchent à retranscrire dans leurs œuvres l'expérience de la guerre moderne et surtout violente. C'est le cas de Guillaume Apollinaire, poète français d'origine polonaise, défenseur des avant-gardes artistiques. Ami du peintre Pablo Picasso, son œuvre incarne l'esprit nouveau au début du XXe siècle. Engagé volontaire durant la Première Guerre mondiale, il est blessé à la tête par un éclat d'obus en mars 1916. Rapatrié à Paris et opéré, il meurt de la grippe espagnole. 2 jours avant la signature de l'armistice, le 9 novembre 1918, il laisse un recueil de poèmes baptisé Calligramme, poèmes de la paix et de la guerre, qui sera publié en 1918. En voici un extrait. Le ciel est étoilé par les obus des Boches, la forêt merveilleuse où je vis donne un bal, la mitrailleuse joue un air à triple croche, mais avez-vous le mot, et oui le mot fatal, au créneau, laissez là les pioches, comme un astre éperdu qui cherche ses saisons, cœur, obus éclaté, tu sifflais ta romance, et tes 1000 soleils ont vidé les caissons, que les dieux de mes yeux remplissent en silence, nous vous aimons, ô vie, et nous vous agaçons. Otto Dix, lui, est un peintre expressionniste allemand, engagé volontaire en 1914. Il est durablement marqué par l'horreur des combats. Il exprime son antimilitarisme et son rejet de la guerre dans ses œuvres à partir de 1919. Parmi les principales, nous pouvons retenir Les joueurs de skat ou encore La guerre,
qui se présente sous la forme de 4 panneaux en bois que voici. Un carré central, 2 panneaux latéraux et une partie inférieure. Le panneau de gauche montre des soldats en marche vers le front. Le panneau central illustre le champ de bataille. Le panneau de droite montre le retour des blessés le soir. Enfin, la partie inférieure de l'œuvre représente 3 soldats allongés, protégés par une toile de tente. On ne sait s'ils dorment ou s'ils sont morts. En tout cas, à travers cette œuvre, Autodys exprime bien l'horreur de la guerre. Et afin d'être tout à fait complet, je vous recommande vivement l'excellente série documentaire Apocalypse, la Première Guerre mondiale d'Isabelle Clarke et Daniel Costel. Apocalypse est la série historique la plus regardée au monde et diffusée dans plus de 165 pays, réalisée à partir de plus de 500 heures d'archives cinématographiques, souvent inédites et mises en couleur. Apocalypse nous emmène sur les champs de bataille, dans la tête des gouvernants et des soldats, mais aussi dans le quotidien des civils à l'arrière. La série pose plusieurs questions. Le sacrifice d'une génération entière aurait-il pu être évité? Comment un conflit aussi cruel et total a-t-il été possible? Comment les hommes et les femmes ont-ils pu supporter cette horreur pendant 4 longues années? La série répond à ces questions fondamentales par une approche stratégique et globale, mais aussi et surtout par un regard intime et sensible à hauteur d'homme. La narration est écrite par Isabelle Clarke et Daniel Costel, édite par Mathieu Kazovic. Elle porte les voix, les souvenirs et les expériences de ces hommes et de ces femmes, afin de mieux comprendre et ressentir ce qui a conduit le monde d'hier à l'apocalypse. Voilà pour ce grand angle consacré à la Première Guerre mondiale. Merci de votre attention. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau grand angle qui sera consacré cette fois-ci à un autre conflit, cette fois-ci de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans le cadre de la guerre froide, nous nous intéresserons aux crises de Berlin et à l'édification du mur de Berlin. C'est également d'actualité. Très bonne semaine et à dimanche pour le journal.